Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous sommes le dimanche 22 juin. Il semblerait que les Américains aient décidé de fêter la fête de la musique à leur manière, notamment avec des B2 et avec la MOP, cette bombe extrêmement lourde de plus de 10 tonnes qui a vocation à pénétrer en profondeur dans le sol avant de détonner. Alors pourquoi? Pour quel objectif? Mais il faut revenir un tout petit peu en arrière et se rappeler qu'en Iran, il y a un programme nucléaire, initialement civil, depuis le milieu des années 50, avec notamment l'aide, dans un premier temps, des Américains. Plus tard, la France, mais également d'autres pays européens ont participé, avec notamment, si ça vous intéresse, je vous invite à creuser, Eurodif. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'évolution ces dernières années, avec une volonté de tendre, d'après les Américains et les Israéliens, vers du nucléaire militaire. Alors si on regarde un petit peu la carte, sachez qu'il y a des réacteurs de recherche du côté d'Arak, du côté de Téhéran, du côté d'Ispahan. La grande centrale nucléaire, c'est à Boucher. J'ai eu la chance d'aller la voir en rafale tout en restant dans les eaux internationales. Pour ce qui est des mines d'uranium, ils en ont directement en Iran. Et les trois sites qui ont été choisis par les Américains, c'est Fordo, Natanz, Isfahan. Comment est-ce qu'on sait? Eh bien tout simplement parce que le président Donald Trump a fait une déclaration et a également tweeté. Il a dit qu'ils avaient fait une attaque extrêmement réussie sur 3 sites nucléaires en Iran, y compris Fordo, Natanz et Isfahan, que tous les avions sont maintenant ressortis de l'espace aérien, mais ils sont encore en vol. Vous allez voir qu'on a même leur communication à l'heure actuelle. Avec du ravitaillement dans l'Atlantique et qu'ils ont tiré toute leur soute de bombes sur un site primaire, Fordo. Tous les avions sont en toute sécurité vers la maison, mais encore une fois, ils ne sont pas posés au moment où je tourne cette vidéo. Il n'y a pas d'autre armée dans le monde qui aurait pu faire cette mission-là d'après le président Trump. Je pense qu'il a raison. Et maintenant, il dit c'est le moment pour faire la paix. Donc une manière, un art of the deal de négocier. Là, il a mis une grosse claque et il semblerait qu'il souhaite négocier. Ce que l'on sait sur la zone, c'est que les Américains sont extrêmement présents, comme vous le savez, dans le Moyen-Orient. Il y aurait quand même environ 40 000 à 50 000 militaires situés sur environ 19 sites dans cette région-là. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, ce sont des évacuations des familles, évacuation de certains matériels également. Pourquoi? Parce que l'Iran est juste en face. Et si ils avaient volonté d'ouvrir le feu et peut-être de taper des bases américaines au Qatar, aux Émirats, au Koweït, les Américains auraient très peu de temps pour se défendre et surtout ne disposent pas forcément des systèmes solaires en quantité suffisante pour faire face à la pire des menaces à intercepter, le missile balistique. Le missile balistique est extrêmement compliqué à intercepter, il y a certains systèmes qui y arrivent. Les Américains en ont prêté notamment aux Israéliens, donc ils ont préféré anticiper, 90% du succès c'est la préparation, anticiper et réduire l'attractivité de certaines de leurs bases à une frappe iranienne. Maintenant, si on regarde un petit peu les bases militaires, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes bases nucléaires, la grande base, c'est la base de Whiteman. C'est là où il y a actuellement les B2 qui vont être remplacés par les B21 à terme. Vous avez sinon également du B1 à Ellsworth, mais il n'est pas question de B1 normalement aujourd'hui. Et vous avez du B52 qui sont placés dans le nord ici, dans le sud là, et là également du B1. Donc la grosse base de B2, c'est Whiteman, et forcément tous les observateurs observer la base de Whiteman et il semblerait que les Américains aient été malins en envoyant des avions vers l'ouest et d'autres avions vers l'est. Mais juste avant, les grands raids de bombardiers, on connaît ça avec les Britanniques, avec notamment cette attaque sur les îles Malouines qui avait fait beaucoup parler à l'époque, avec la Force V, où pour 2 bombardiers, c'était plusieurs dizaines de tankers qui les avaient soutenus, parce que comme on le dit souvent sur cette chaîne, un bombardier, un chasseur n'est rien sans le soutien logistique. Et c'est pour ça que ces derniers jours, on a vu des tankers se répartir un petit peu partout en Europe, au Moyen-Orient, pour faciliter ce raid qui forcément a été décidé, ou en tout cas anticipé il y a déjà plusieurs jours. Maintenant, regardons un tout petit peu la carte pour mieux comprendre. On sait qu'il y a différentes patrouilles, par exemple Mighty 11, Mighty 21 est parti en l'air, mais il y en a d'autres également. Si on se dit, ça décolle de Whiteman, ça va à Téhéran, la manière la plus optimum, je vous rappelle pour les platistes que la Terre n'est pas plate, donc il vaut mieux passer par en haut, et on est quand même sur quasiment 11 000 km. Or, cette trajectoire idéale,
n'est pas réaliste. Pourquoi elle n'est pas réaliste? Elle passe du côté de Moscou, ça ne va pas trop le faire. Et donc ce que l'on voit actuellement, c'est plutôt un retour des avions en Méditerranée, ce qui veut donc dire que la distance est beaucoup plus longue, mais ce retour en Méditerranée permet également d'aller sur des points d'appui. Je vous rappelle qu'il y a des bases américaines, par exemple en Italie, il y en a également, il y a des tankers qui sont en ce moment dans l'Atlantique. Et donc ça va permettre aux avions de reprendre du pétrole parce que ça consomme beaucoup, beaucoup. Donc c'est toujours intéressant de voir ces distances théoriques et après distances tactiques, distances réelles, qui vont être de plusieurs milliers de kilomètres plus fortes. Maintenant, si la volonté est de partir dans l'autre sens, et il semblerait que certaines patrouilles soient parties vers le Pacifique, vous décollez de Whiteman, vous allez à Anderson, et là on est quand même sur quasi 12 000 km. Là c'est moins gênant, moins d'espace aérien à éviter. Par contre, comme vous le savez probablement, décoller de Guam, c'est pas le plus rapide pour aller en Iran. Encore une fois, si vous aviez droit, et c'est pas le cas de traverser la Chine, vous êtes pour 10 000 km, donc il y a de grandes chances que le trajet soit encore plus long. Et c'est pour ça qu'il y a une autre base que vous connaissez peut-être, ici Diego Garcia, mais, il y a toujours des mais, du fait des accords de la présence des militaires à Diego Garcia, s'ils souhaitent lancer un raid depuis Diego Garcia, ils doivent en informer certaines nations. Et du coup, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas utilisé Diego Garcia, mais les prochaines semaines nous le diront. Dans tous les cas, sinon Diego Garcia, s'il devait rentrer en grande guerre, serait probablement utilisé. Et là, on est seulement, j'ai envie de vous dire, à 5200 km de Téhéran, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Je vous ai dit qu'il y avait des tankers actuellement en l'air et vous avez des comptes d'OSINT qui écoutent les fréquences parce que quand un tanker ou un B2 contacte le contrôle aérien civil, il le fait en clair. Ce sont des avions qui sont dans l'espace aérien à des altitudes de vol d'avions de ligne qui vont donc déposer des plans de vol pour la plupart ou en tout cas rejoindre des tankers qui eux s'intègrent dans l'espace aérien classique. Et ce qu'on aime bien faire en tant que pilote, c'est souvent rassembler un tanker et après on se met en patrouille sur le tanker et c'est le tanker qui gère la navigation et toutes les fréquences radio. Donc en gros le tanker fait de l'avion de ligne, nous on se met en patrouille à côté, donc il ne faut pas être trop loin, je ne vous donnerai pas la distance. Et on accompagne comme ça et c'est beaucoup plus reposant pour l'équipage. Parce que si vous êtes en vol à des altitudes d'avion de ligne, vous faites un peu le tour du monde ou un aller-retour sur la moitié du monde, il faut beaucoup de cartes. Ce ne sont pas forcément des avions très bien équipés pour faire de l'IFR, du vol comme les avions de ligne. Et pourtant, il faut s'intégrer dans cet espace aérien. Donc toutes ces parties de transit qui n'ont rien à voir avec la phase tactique peuvent être très énergivores. Et là, les équipages, ils n'ont qu'une idée, c'est se reposer pour ne pas faire n'importe quoi à l'atterrissage. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a 7 B2, c'est quand même pas rien, qui sont du côté de Gibraltar. Là, c'était à 9 h heure française ce matin. On voit donc ils se font intercepter par les tankers qui viennent, qui après donnent du pétrole. Et après, c'est pas tout de donner du pétrole. Vu qu'ils ont à peu près les mêmes vitesses, ils les accompagnent probablement de manière à faciliter leur charge de travail et leur transit retour. Bravo, Alpha, Tango, Tango. On va regarder un petit peu plus en détail la phase tactique. Vous avez la phase admin, on y va, on rentre, et la phase tactique, on est sur place, on change de casquette à un horaire précis, ça attaque. Il y aurait, on est très tôt après les attaques, il va falloir attendre déjà plusieurs jours pour avoir une idée de la qualité de l'impact des frappes, et ça sera très dur d'avoir un vrai résultat, puisque ça risque d'être en profondeur, et qu'on ne sait pas ce qu'il y avait sur place, et que les Iraniens, s'ils sont pas trop bêtes, ont retiré beaucoup de matériel ces derniers jours en anticipant cette attaque. Toujours est-il, Natanz, Isfahan, principal site d'enrichissement d'uranium et conversion d'uranium et fabrication de combustible, eux, ils ont été traités par la marine avec des sous-marins. On ne sait pas encore quel type de sous-marin, mais on sait que les Américains ont des classes, par exemple Ohio, où ils ont remplacé tout ce qui est missile balistique nucléaire par du missile de croisière type Tomahawk. Alors attention, on est sur des bateaux absolument énormes, ça c'est un Américain, c'est quand même grand un Américain, vous voyez ils sont tout petits, et un Tomahawk qui part, ça ressemble à ça. Ils vont se mettre à l'immersion périscopique ou pas loin, et ils vont tirer leur Tomahawk, qui vont ensuite, grâce au GPS, mais grâce également à des systèmes de navigation inertielle, se recaler et venir taper leur cible à plusieurs centaines de kilomètres, si ce n'est milliers de kilomètres. Donc il y aurait une vingtaine ou trentaine de missiles tirés, sachant que ces deux sites ont déjà été traités par l'armée israélienne et d'après certaines estimations, détruits à 75%. Donc les Américains ont, si on peut dire, apporté de la charge militaire pour éventuellement finir le job, mais également pour faire un raid beaucoup plus massif et gêner, je pense, encore plus les Iraniens, montrer qu'ils sont très puissants.
La partie, moi, qui m'intéresse un peu plus, puisque même si j'étais officier de marine, je suis plutôt dans les airs, eh bien, c'est la partie aéroportée avec cette bombe, avec cette énorme bombe, la Massive Ordnance Penetrator, la MOP. Et pourquoi est-ce qu'elle existe? Elle peut être emmenée par B2, par B52. Elle existe parce que la plupart des bombes classiques, elles vont pouvoir pénétrer un petit peu. Là, il y a eu un petit retard, mais elles ne vont pas pouvoir trop rentrer dans le sol. Donc, ce qu'il faut savoir sur une bombe, c'est qu'il y a un réglage. Vous réglez un retard à l'explosion, si vous voulez. Donc, quand votre bombe arrive, soit vous lui dites airburst, tu vois que le sol arrive, tu exploses avant de toucher, et là, tu vas plutôt faire de l'antipersonnel. Soit tu lui dis 0 millisecondes, au moment où tu touches, tu exploses, antipersonnel ou anti-véhicule léger assez proche. Soit tu lui dis tu pénètres dans le sol, et là, c'est en millisecondes. Tu vas mettre un retard en millisecondes, fonction de la profondeur à laquelle tu souhaites que ta bombe pénètre avant d'exploser. Extrêmement important, notamment contre des bâtiments, si par exemple il y a 3 étages et que vous voulez taper le rez-de-chaussée. Maintenant, les bombes classiques, même si vous renforcez un peu l'avant, ne peuvent pas pénétrer sur trop de mètres, j'ai envie de vous dire. Elles vont rentrer un petit peu, mais c'est pas fait pour rentrer à 20 mètres ou 30 mètres en profondeur. Et les Américains se sont rendus compte de ce problème, notamment après l'invasion de l'Irak en 2003, pour d'autres raisons encore, et ils se sont dit il nous faut un nouveau type d'armement. Donc ce type d'armement a été réfléchi spécifiquement pour pouvoir pénétrer en profondeur, et on va pas se mentir, en gros a été réfléchi pour pouvoir un jour, si besoin, taper l'Iran. Chose faite désormais, on attend le résultat. Toujours est-il, voilà le site de Fordo, l'endroit où il ferait l'enrichissement. Et donc là, on est purement dans du nucléaire militaire. Vous auriez des centrifugeuses sous la montagne, donc ils ont utilisé le relief naturel pour se protéger, ce qui pose des soucis notamment en termes de revêtement de sol, de qualité de la roche. Vous êtes dans la montagne, vous avez sûrement une résistance qui est plus forte que si vous êtes sous le sable. Vous avez les entrées de tunnels. Et vous avez un bâtiment de support avec ici un petit checkpoint. Donc on va voir dans les prochains jours à quoi ressemblent les images satellites. Encore une fois, ça va être extrêmement dur d'avoir le BDA, le Battle Damage Assessment, parce que c'est sous terre. Un petit peu de technique tout de même. Vous avez votre B2, avion furtif subsonique, qui va tirer son armement qui lui est théoriquement basé GPS, mais a sûrement d'autres types de recalage également. Donc il faut s'assurer de bien amener et de bien recaler, de s'assurer que la précision est parfaite. Ensuite, derrière, une bombe classique, voilà 1,80 m. La GBU 28, elle va vous faire 6 mètres. En théorie, les nouvelles versions de la MOP, elles devraient aller jusqu'à environ 60 mètres en rentrant dans le sol. Mais c'est comme les portées de missiles RR. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Ça dépend de la nature du sol. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit tableau. Vous voyez bien, eh bien que fonction de la surface du sol, vous êtes sur des données physiques qui sont complètement différentes. Je m'explique. Si vous prenez par exemple de la glace, la densité de kilos au mètre cube, on est sur 900 pour de la glace. Pour de la brique, on est entre 1006, 1007. Pour du granit, 2000. Et donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Si vous prenez du sable, la densité au mètre cube, on est sur du 1002, 1006, un peu plus que la glace, mais bien moins hein, que du béton. Si vous prenez du sol, du gravier, on est sur du 1005, 1002. Et si on prend du métal, on est sur du 8000. Donc vous voyez qu'entre de la glace qui est à 900 et du métal qui est à 8000, ça n'a absolument rien à voir. Et donc il y a non seulement ces données théoriques, ok 60 mètres, mais surtout la nature de la roche. Et je suis sûr qu'il y a eu un énorme travail de préparation pour savoir exactement où faire rentrer les bombes. Non seulement pour l'effet militaire, ce qu'on veut taper en dessous, donc là, l'humain, il faut avoir eu du renseignement avec des personnes sur place, mais également, forcément, d'un point de vue roche. Donc c'est quand même pas des missions simples. Et ce que l'on voit là, c'est la phase finale de probablement plusieurs années de préparation, que ce soit technologique ou, très important, en renseignement. En définitive, la seule chose que l'on peut affirmer avec certitude à l'heure actuelle, c'est que le raid a été accompagné par des avions de combat de protection de l'espace aérien, des brouilleurs également. Abonnez-vous, on reviendra dès qu'on aura plus d'informations sur à quoi ressemblait le package, à quoi ressemblait le raid. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est clairement que les Américains ont décidé de remontrer qu'ils pouvaient faire ce type d'attaque, qu'ils ont cette capacité, en l'espace de quelques heures, à retourner la table d'un point de vue militaire et à l'autre bout du monde, à les frapper en profondeur. Le message de communication et politique à l'heure actuelle est un succès. Pour ce qui est de la réalité, de l'efficacité militaire de ce raid, si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous vous rendez compte qu'en guerre hybride, eh bien c'est de moins en moins, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas,
mais l'objectif numéro 1. Je vous dis à très vite sur la chaîne et d'ici là, fly safe.